Au Mali, des groupes armés du Nord, signataires d'un important accord de paix avec Bamako, se sont entendus mercredi à Rome avec la junte pour dissiper les tensions qui les opposent. Ces groupes armés sont des acteurs primordiaux de la crise malienne et le pouvoir dominé donc par les militaires a tout intérêt à négocier avec eux. Kiliki, alors concrètement, ces groupes face aux, aux dirigeants actuels du Mali, qu'est-ce qui était dit à Rome? Est-ce que cette rencontre a concerné tous les groupes armés au Mali? Norm- Normalement, vous savez, aujourd'hui, le Mali et ceux qui le dirigent actuellement, ils ont, on va dire, une épée de Damoclès qui plane sur leur tête, surtout avec la pression de la CEDEAO et de toutes les instances internationales, avec le bras de fer rigide qui les oppose avec la France. Et comme Maurice le disait tout à l'heure, on a comme l'impression qu'il y a une certaine puissance qui tente d'influencer leur choix politique, c'est-à-dire la vision politique qu'ils aimeraient donner à, à leur pays, à leur gouvernance. Et face à ça, naturellement, la classe dirigeante du Mali aujourd'hui ne peut que s'assurer quand même qu'elle a toutes les forces de son côté avant de pouvoir véritablement se projeter. Et ça va de soi de mettre en confiance les groupes armés parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Mali est entre guillemets divisé. On a comme l'impression, on a une partie du Mali qui est totalement, qui échappe totalement au contrôle du pouvoir malien. Et cette partie est dirigée de mettre par des groupes armés qui font la loi de ce côté. Et donc, on ne peut pas peut-être vouloir faire aller à la paix, aller à une démocratie comme le souhaitent les dirigeants en ne signant pas un accord avec les... Surtout que les deux parties se regardent déjà en chien de faïence depuis un moment. Et donc, naturellement, il faille quand même signer un accord. Il faille quand même s'asseoir pour trouver une entente qui leur permettra de converger leur énergie, de converger leurs forces afin de mettre le Mali sur les rails et de choisir quelle, on va dire, quelle vision politique donner à ce pays. Et donc, moi, je n'ai pas été surpris de cet accord, même si ce n'est qu'un accord, parce que vous savez, en Afrique, on signe très bien les accords, mais souvent c'est dans la pratique que ça pose problème parce que on a comme l'impression que des fois, quand on va à ces rencontres de signature, chacun a un agenda caché et ils se disent, bon, ok, on va signer quand même l'accord et maintenant après, on sortira ce qu'on a comme revendication sur la table. Et donc moi, l'accord, oui, mais ce que je souhaite et je dis, c'est que il faut que cet accord, il faut que les conclusions, il faut que ceux qui se sont dit à, en Italie puissent véritablement se concrétiser et que pour une fois les groupes armés puissent véritablement comprendre l'enjeu politique de ce pays et qu'ils puissent aller dans le bon sens parce que quoi qu'on dise, quand le Mali est embrasé, c'est pratiquement toute la sous-région qui ne dort pas tranquille. Ouais. Et donc, nous n'avons pas d'intérêt à voir le Mali sombrer. Et nous, on apprécie la signature de Cet cet accord. accord et on espère quand même que les conclusions de cet accord pourront véritablement se concrétiser pour que nous puissions ensemble, parce que si vous voyez un peu ce qui se passe par rapport au coup d'État, d'abord ça a commencé au Mali, ensuite il y a eu une contagion qui est allée de En l'autre côté de la Guinée-Conakry. Guinée, et après la Guinée on a vu le cas du Burkina, après le Burkina il y a eu une tentative du côté La de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, et si vous vous souvenez un peu les analystes politiques, je ne veux pas être dans le pessimisme, mais ils donnent l'impression que ce n'est pas encore fini, qu'il y a encore d'autres pays qui risquent d'être le théâtre de ces coups d'État. Donc ça veut dire que véritablement, nous devons tout mettre ensemble, nous devons applaudir quand il y a de ces gens d'accords qui sont signés et attendre vraiment qu'ils soient concrétisés. Voilà. Ah, Madame Adano, on parle des groupes Touareg et nationalistes qui sont regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y a également d'autres petits groupes. Alors, même question à vous, est-ce que vous pensez que cet accord a concerné tous les groupes rebelles au Mali? Bon.
et le CSP regroupe tous ces groupes-là, mais ceux qui sont partis à Rome signer cet accord avec le gouvernement malien, je ne crois pas que ça puisse être la représentation de tous les groupes. Donc, ce qui est à voir dans ça, ça dit il faut un peu de méfiance. Moi, je me méfie un peu par rapport à ces accords qui sont signés en Italie et on ne veut pas collaborer avec la France de façon directe, mais avec l'Italie, bon, avec leur ONG Arapaci, c'est ça. Et donc, qui parle de l'Italie parle de l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il y a la France. Donc, le ministre de la réconciliation, Ismaël Ouagé, c'est ça, a hésité avant de prendre le chemin de Rome. Il paraît que bon, les autres, les groupes qui étaient arrivés là-bas l'ont entendu tout le week-end et c'est 3 jours après qu'il s'est rendu là-bas. Il a réfléchi plusieurs fois parce que déjà par le passé, il a souhaité à ce que le CSP qui discute avec les territoires voisins ne leur plaisait pas. Donc, et ceux derniers ont souhaité à ce qu'on le licencie ou bien qu'il quitte sa fonction carrément. Donc, du coup, il a joué un peu de la méfiance avant de s'y rendre. Maintenant, ces accords qui sont signés là-bas, de quel accord s'agit-il? Est-ce que ce n'est pas les accords de Alger qui sont encore revenus là-bas, alors que cet accord a été déjà refusé par la quasi-majorité de tous ces groupes-là, parce que ça ne donne pas quand même une unité, une unification quand même du territoire malien. Et puis le gouvernement, les autorités actuelles ne voient pas d'un bon œil quand même ces accords-là. Oui, parce que ça divise le Mali. Et il y a les Touaregs de l'autre côté, qu'au lieu que la France, qui est présente sur le territoire, protège les intérêts de l'État pour lutter contre les terroristes, les djihadistes, les soutenait jusqu'à ce qu'ils veulent l'État de la création de l'État, l'Azawad. Mais ce qui ne serait pas possible à mon niveau parce que les Touaregs là ne sont pas seulement au nord du Mali, on les retrouve au Burkina, on les retrouve au Niger, on les retrouve au Sénégal, un peu partout, un peu de la Libye. Ceux qui sont descendus de la Libye, qui sont venus attaquer là au Mali. Donc du coup, il faut être un peu méfiant par rapport à ces accords-là. Mais je sais que, je me dis que les autorités maliennes ont réfléchi. On réfléchit quand même à cet accord-là avant d'y aller. Ils ont pesé quand même toutes les options possibles, ils ont analysé toutes les options possibles avant d'y s'y rendre. Et au cas échéant, bon, il faut l'annuler. Bon, ils ont signé les accords à Alger, mais une fois de retour chez eux, ils ne les ont pas appliqués. Voilà, donc du coup, il y a tellement de zones d'ombre dans ces accords-là qu'il faut être méfiant pour se prononcer, pour dire que non, que c'est une bonne chose, c'est des frères d'une même nation. Il faut qu'ils s'asseyent pour discuter, pour faire avancer leur pays sur le plan sécuritaire. Et puis, bon, paraît-il que un des chefs des rebelles a dit que, bon, il souhaite le soutien et la collaboration du gouvernement malien. Bon, on s'attend pour voir si jamais les pourparlers, si jamais les travaux de ces concertations-là entre le CSP et le gouvernement reprennent, là, on peut se dire que c'est sur de bonnes voies, mais pour le moment, je me méfie. Au russe, les gens ont dit, des analystes ont même dit qu'en Italie, on va assister à la scission du Mali. Il y aura un État au nord. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais revenons sur l'accord. En quoi cet accord va faciliter les liens? Alors, on ne nous explique pas dans les détails les grandes lignes de cet accord. Maintenant, effectivement, la question qui est étonnante, c'est la question de l'Italie. Parce qu'effectivement, l'Italie, c'est l'UE, l'Italie, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, c'est un certain nombre d'intérêts à défendre et ainsi de suite. Donc même moi, j'avoue n'avoir pas compris que disons, ces discussions se fassent en Italie. D'autant plus que ce sont des discussions importantes. Maintenant, c'est la crainte, et c'est un peu... Pour vous, elles peuvent avoir lieu où? Choisissez quel pays? Alger, un pays africain. Un pays africain. Il y a plein de pays. On aurait pu le faire, je ne sais pas. Même on l'aurait fait au Sénégal
en Mauritanie. Oui. Ça aurait été Sauf possible de le Alger. faire en Mauritanie. Ça ne risque Sauf pas en d'attirer Europe. encore d'autres remous Non, pourquoi? quand on parle de l'espace CEDEAO. Bon, la Non, pas Mauritanie, du on tout. peut On comprendre. aurait pu le faire en Mauritanie. Oui. Moi, je donne par exemple l'exemple de la Mauritanie. On aurait pu le faire, je ne sais pas, même en Guinée. Il y a des pays où on aurait pu le faire. On est 54 États. Donc dire que sur ces 54 États, on ne peut pas en trouver un seul sur lequel on puisse, un tant soit peu, avoir des frères qui vont causer de choses fondamentales, ben, pour moi, il y a un problème. Maintenant, le danger avec la question Touareg, et c'était, je pense, un peu le problème avec les accords d'Alger, c'est le fait d'implanter en Afrique de l'Ouest le problème qu'il y a eu avec les Kurdes au Proche-Orient. Vous avez des Kurdes qui sont de plusieurs pays et qui maintenant revendiquent une certaine autonomie au risque de briser les autres États. Et on voit ce que ça parce que jusqu'à présent, ce problème n'est pas résolu. Pas du tout. Voilà. C'est le même schéma parce qu'on les retrouve un peu partout. On les comme retrouve Madame un peu l'a dit, au partout. Niger et partout. Exactement. Ouais. Donc il y a quelque chose de vicieux dans le processus, dans le sens où nous, en Afrique, c'est beaucoup plus prégnant parce que en réalité, toutes nos communautés sont divisées sont séparées colon. par des frontières instaurées par le colon. Lorsque, par exemple, vous avez l'Algérie, le territoire algérien que l'on a maintenant n'est pas le territoire algérien de base. Ça, c'est l'Algérie coloniale française. Il s'agit de ce territoire-là. Lorsque vous avez le Mali, le Togo, tout cela, ce sont des partitions, des partitions provinciales d'un empire colonial. Maintenant, la chance du Mali, c'est quoi? C'est d'avoir des peuples qui ont des liens séculaires entre eux. Comme par exemple, vous avez le traité de Farakunga, voilà. Un vieux traité qui permet de lier les peuples entre eux. C'est important, c'est ce qui permet pour moi au Mali de rester solide. La question Touareg n'est pas une nouvelle question. C'est une question qui s'est posée du temps des indépendances. C'est une question qui s'est même posée du temps des empires. Hein, je pense que, je ne sais plus si c'est l'empire Songhai ou tout ça, il doit y avoir au moins 2 ou 3 souverains qui ont été assassinés parce que justement ils avaient la prétention de trop vouloir soumettre ce peuple-là. Donc il faut qu'il y ait une résolution malienne qui se débatte en territoire africain si on ne veut pas utiliser le territoire malien. Et je pense qu'à un moment, les acteurs, effectivement, oui, doivent avoir l'impératif de la méfiance. Parce que le Mali est un territoire convoité et que jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi dans la résolution du problème malien, on s'est efforcé de brider même la possibilité pour l'État malien de reconquérir son territoire. On s'est empêché de restreindre le potentiel malien à pouvoir régler son problème lui-même. Quand vous êtes au Mali, c'est les mêmes peuples qui partent, vous avez les mêmes peuples au Sénégal, en Guinée, au Mali, vous en avez au Burkina, vous en avez même au Togo. Si je prends par exemple, vous avez des Dioula au Togo. Donc bon, bref, il y a vraiment quelque chose de... J'espère que ces accords vont tenir, mais j'avoue que la note italienne, la note ONG, sans qu'on ait spécifié cette ONG, c'est qui, financée par qui, avec quel type de prétention, ainsi de suite, ça m'a refroidi un peu. Alors, Lorenzo, après la banqueroute des accords d'Alger, si on peut, même s'il y a encore des choses à tirer de ces accords d'Alger, comment faire pour consolider, si on peut le dire, ces accords d'Italie, pour que des années, ou bien des mois plus tard, on ne parle plus d'échec de ces accords de Rome? Est-ce qu'il y a une formule magique? Je ne pense pas. Il n'y a pas de formule magique. Quand on signe des accords, normalement, ce qui doit primer, c'est la bonne foi. La bonne foi des signataires. D'abord, mais moi, je vais d'abord rebondir par rapport au choix de l'Italie. C'est vrai que quand j'écoute un peu aux Russes et Madame, c'est vrai qu'ils sont un peu méfiants sur le choix de l'Italie. Parce qu'on se dit que l'Italie, c'est l'Union européenne, c'est la France et tout et tout. Mais ce que je sais, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, il y a une volonté de rompre avec l'ancienne colonie, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire avec la France.
Mais moi, je suis de ceux qui pensent que ça ne devrait pas se faire de façon brusque et brutale. Brutal. Parce que malheureusement, tout ce qui se fait de façon brutale laisse des couacs. Et même s'ils signent cet accord en Italie, déjà l'hésitation du ministre en dit long. C'est-à-dire le ministre, il pouvait peut-être décider de s'y rendre plus tôt. Mais déjà, le temps qu'il a fallu avant qu'il ne se déplace en dit long, parce que ça veut dire ils ont pris le temps de réfléchir, ils ont pris le temps de voir tous les contours de la chose avant d'y aller. Et maintenant, par rapport à ce qu'il faut pour que cet accord puisse perdurer, moi je pense qu'il n'y a pas une formule magique, sincèrement. Parce que si tous sont maliens et qu'ils ont, au-delà de leur intérêt personnel, le dénominateur commun qu'ils ont, c'est le Mali, il faut quand même donner que chacun puisse quand même mettre de côté ses intérêts personnels et faire, c'est-à-dire faire primer la bonne foi. Et c'est seulement cette bonne foi qui permettra à ce que tout accord signé, qu'il soit en Mali et disons en terre africaine ou en terre européenne, puisse quand même avoir un lendemain meilleur. Parce que rien ne nous dit aujourd'hui, la preuve, l'accord d'Alger a été un échec. Mais là, il a été signé en terre africaine. Voilà, il pouvait peut-être signer un autre accord, peut-être aussi dans un autre pays africain, comme le suggérait tout à l'heure aux Russes, et que cet accord aussi pourrait peut-être être un échec. Et donc, pour moi, la seule potion magique, c'est la bonne foi. Et surtout, l'intérêt général qui est le Mali. Voilà. Alors, madame, on voit par là aussi peut-être l'influence de l'Église catholique, parce que on parle souvent de Saint-Égidio, on parle de Passis et autres. C'est l'Église catholique qui peut-être agit pour que ces accords puissent avoir lieu entre les frères musulmans, les frères maliens, j'allais dire. Peut-être, parce qu'on a vu que l'Italie intervient souvent dans la pacification de ces conflits-là entre les peuples sur leur territoire. On a vu Saint-Égidio, le cas du Togo est là. Donc, Ora Passis, qui est une ONG italienne, on dirait même bras fort, bras droit même de l'État italien. Donc, qui œuvre aussi dans ce domaine-là. Bon, ça pourrait être, on n'a pas vu une intervention du clergé et catholique là-dedans. Ça pourrait être, puisque c'est une analyse. Et puis, bon, eux aussi, ils œuvrent pour leur survie sur le continent. Et puis, bon, lutter contre les immigrations à leur niveau. Donc, et ce qu'il y a, c'est que, bon, en fait, on peut dire que ce n'est pas le lieu où cet accord-là est signé qui est le problème si bon, les fils d'un même pays s'entendent pour booster ou bien pour, c'est-à-dire pour donner un plus à leur union pour faire partir le colon qui les enfonce à chaque fois. La France contourne le Mali, va s'installer maintenant au Niger et ne veut pas quitter le Mali à n'importe quel prix. Bon, excusez-moi d'ouvrir ces parenthèses-là, mais ce qu'il y a, c'est que bon, ça peut être possible que le Vatican, souvent c'est ça, avec ces ONG et Saint-Égidio et autres interviennent dans ça, mais l'ONG qui est présente sur le territoire malien, c'est Ora Passis. Donc je crois que c'est par son intermédiaire avec qui ont signé cet accord-là. Mais ce qu'il y a, c'est que les groupes djihadistes, les terroristes, je crois que c'est eux qui ont quand même commencé, qui ont demandé quand même à ce que cette rencontre ait lieu. Bon, je crois qu'il leur revient quand même d'afficher leur bonne volonté pour une bonne cohésion, pour que les travaux puissent avancer, pour qu'il y ait de la paix. Mais créer un État quand même au nord du Mali, là ce serait quand même une dislocation de tous ces pays-là. Et ce n'est pas, et quel territoire ils vont occuper, ce serait très là. Et ce n'est pas juste non plus. Donc du coup, je crois qu'il faut que chacun essaie quand même de mettre balle à terre, de poser la balle à terre et de réfléchir ensemble pour
pour construire un Mali quand même et qu'on connaît dans le temps. Et voilà, c'est ça. Alors, Horus, ce qui est aussi important, quand on signe des accords, celui qui accueille les parties doit avoir un certain poids. Est-ce que vous pensez que Arapassi a ce poids-là pour pouvoir accueillir les frères maliens et signer un accord durable? C'est compliqué à dire. Moi je reste toujours partisan de solutions africaines traitées en Afrique. J'aurais même préféré qu'ils aillent signer au Venezuela, l'Amérique latine. Okay. Voilà, j'aurais préféré. Oui. Hein, ou à Cuba, j'aurais préféré. Oui. Parce que pour moi, il existe en Afrique des traditions séculaires de résolution de conflits. D'ailleurs, c'est pour ça Paul Kagame au Rwanda a pu, comment dirais-je, régler le problème des justices au Rwanda et un tant soit peu assainir au niveau des querelles. Il gère son pays en s'appuyant sur des traditions séculaires. C'est pour ça, lorsqu'on prend le gouvernement rwandais, on prend un certain nombre d'intellectuels de ce gouvernement-là, ils sont jugés efficaces. C'est parce que, à part la structuration moderne que l'on connaît, on s'appuie sur des valeurs traditionnelles qui ont un fort rendement. Tout à l'heure, je citais un traité, le traité de Kurukanfuga, qui est je pense que c'est une charte de 1236, et c'est ce qui permet justement à avoir entre les peuples, notamment du Sahel, et même des rivières du Sud, c'est-à-dire des sources du fleuve Niger et ainsi de suite, d'avoir des collaborations, des modes de résolution de conflits. Lorsqu'on a eu, par exemple, au Mali, à un moment, un certain nombre de violences qui se sont produites, on est parti au sein de l'intérieur du Mali chercher des personnes respectées par tous, pour pouvoir appeler les politiques de différents bords afin de pouvoir résoudre le problème. Quand vous allez par exemple au Sénégal, vous avez des confréries qui sont puissantes comme celle des Mourides et des Tidjanes, et qui ont la faculté à un moment d'appeler les hommes politiques et d'aplanir les litiges. De dire aux hommes politiques, voilà, vous pouvez aller à ce niveau de litige, mais il y a un niveau de litige que vous ne devez pas dépasser, et ainsi de suite. Ça me gêne que l'on puisse déléguer en tant qu'Africain ce genre de recours. Parce que pour moi, le fait d'aller négocier en terre entre griffes ennemies, il y a un vice dedans. Alors, pas parce qu'elle est dans l'Union. Il a dit entre guillemets. Alors, je mets entre guillemets, pourquoi? Parce que l'Italie, ça reste l'Union européenne. Ça reste. Et l'Italie n'est pas, si vous voulez, c'est un État important de l'Union européenne, mais ce n'est pas le summum de l'Union européenne. L'Union européenne, les deux chevaux les plus costauds sont la France et l'Allemagne. Ouais. Et après, comme l'Italie fait partie de l'Union européenne, donc l'Italie a forcément un rapport à la Russie, qui est d'ailleurs un peu conflictuel, parce qu'on se souvient que lorsque l'Italie, comment dirais-je, pas conflictuel mais problématique, parce qu'on se souvient que lorsque l'Italie a eu son problème de coronavirus, Poutine s'en est servi justement pour proposer ses vaccins Sputnik à l'Italie. Donc il y a quelque chose d'ambivalent qui déplaît aux... Et je trouve que en tant qu'Africain, vaut mieux garder le secret de nos accords, garder la possibilité de nos latitudes, de nos négociations, ainsi de suite et tout ça. Je pense qu'on dévoile parfois un peu trop ce qui nous est intime. Et cela me gêne assez fortement. Alors, Lorenzo... Ah oui, je voulais, si tu permets, il y avait Lorenzo qui avait parlé des accords d'Alger. Alors, l'Algérie est fortement impliquée dans les conflits sous-régionaux à cause de son rapport au FIS, le Front islamique du Salut, dans les années 90. Du coup, la répression que l'Algérie a orchestrée face aux islamistes fait qu'elle a toujours eu un œil très, comment on appelle, très prudent sur les groupes islamistes qu'elle avait au sein de son territoire et qui parfois restaient plus ou moins silencieux,
confinés et ainsi de suite. Malheureusement, avec le problème de l'État islamique, le problème des frères musulmans en Égypte, le problème, à un moment, ben, on sent que ces groupes-là, ben, s'évertuent à quitter, disons, si vous voulez, à quitter l'Algérie pour le Mali, à traverser l'Algérie pour aller en Libye et ainsi de suite. D'où l'importance de l'Algérie, parce que l'Algérie a une émancipation que n'ont pas les autres États africains. Et l'Algérie a un service de renseignement assez important. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a quelque chose que j'ai dit une fois. J'ai dit, mais ce que la France s'est permis en termes de diplomatie avec le Mali, elle n'aurait jamais osé se le permettre avec l'Algérie. Jamais. Parce que justement, l'Algérie a quand même, même si ce n'est pas à l'image d'autres pays, l'Algérie a quand même une certaine émancipation que n'ont pas, par exemple, le Mali, le Niger ou le Burkina vis-à-vis de la France. Vous avez parlé justement d'émancipation, Lorenzo Keleki. Vous ne pensez pas que c'est ce qui manque aussi à beaucoup de pays africains? Et c'est pourquoi ces accords ne sont pas forcément signés. L'instabilité au niveau de la sécurité, il y a également la mauvaise gouvernance dans tous ces pays. Donc c'est pourquoi généralement on se déplace vers l'Occident. On choisit peut-être l'Italie, l'Espagne, la France. Il y a beaucoup de facteurs. Il n'y a pas que le facteur émancipation. Déjà, il y a même le facteur méfiance qu'il faut aussi mettre dans cette assiette-là. Parce que nous sommes tous africains, mais on a comme l'impression qu'il y a une méfiance, une grande méfiance entre nous. Nous préférons faire confiance peut-être aux Blancs que de faire confiance entre nous-mêmes. Il y a ce facteur qui est vraiment important et qu'il faille corriger en tant qu'Africain. Ça, c'est de primo. Maintenant, secondo, quand tu parles d'émancipation, l'émancipation a plusieurs volets. On peut parler de l'émancipation. Tout à l'heure, Horus parlait de la divulgation de l'intimité de nos accords. Ça, je peux mettre ça dans l'émancipation morale de nos pays. À côté de cette émancipation morale, il y a l'émancipation financière, économique. Est-ce que nos pays africains sont économiquement émancipés? Parce que la guerre, c'est l'argent. Quand il y a un combat... Émancipation financière pour accueillir pas les forcément, différentes parties. non, pas forcément pour accueillir. Ou bien comme repère. Comme repère. C'est-à-dire, nos pays, c'est tout ça qui fait que nos pays n'arrivent pas véritablement à s'affirmer. Parce qu'à chaque fois, on a toujours besoin de faire appel à l'autre. On se dit qu'avec l'autre, on peut avoir une certaine sécurité. Comme le disait tout à l'heure Horus, on aurait pu choisir un pays africain. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas choisi de pays africains? Le vôtre, par exemple, le Togo. Le Togo, pourquoi pas? Le Togo peut accueillir peut-être quelquefois le président. Si les discussions se font très bien. Voilà, aux premières heures de la crise, de l'état du coup d'État de ce pays, on a vu les officiels togolais se déplacer vers ce pays. Ça veut dire que les relations sont bonnes entre les deux pays. Et si les discussions se font très bien, le Togo peut accueillir cette rencontre. Mais pourquoi le Togo n'accueille pas cette rencontre? Parce que toujours il y a ce problème d'affirmation. On pourrait peut-être se dire, le Togo c'est X, le Togo c'est Y, le Togo pourra peut-être rendre compte à X ou à Y. Le Togo fait partie de la CEDEAO. Le Togo fait partie de la CEDEAO, le Togo est sous la dominance française. Donc voilà, il y a tous ces paramètres. Alors que comme il le dit tout à l'heure, l'Italie non plus n'est pas neutre. L'Italie aussi fait partie de l'Union européenne. Et chez eux, il y a une certaine, on va dire, un pacte qui fait que entre eux, ils se comprennent, ils s'entendent. Et surtout quand les intérêts sont en jeu, mais ils n'hésitent pas. Mais on préfère lui faire confiance. On préfère lui faire confiance que de faire confiance à un Africain. Donc c'est là où je me dis que l'émancipation, oui, mais ça doit commencer d'abord par l'émancipation morale, ensuite économique, et bon voilà, les autres viendront de soi. On marque la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite.